Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Arnaud Kertamon, je suis le responsable des collections égyptiennes et proche-orientales de Marimont. C'est moi qui ferai Monsieur Loyal aujourd'hui. Inutile de vous préciser que je n'ai rien à voir dans la superbe organisation. Ce sont mes collègues du service de médiation culturelle. Alors, comme vous l'avez vu dans le programme, donc la journée va s'orienter autour de conférences le matin et puis l'après-midi d'ateliers. Chaque conférence du matin sera suivie d'une série de questions-réponses. Enfin, on espère qu'il y aura des réponses. N'hésitez pas pendant ces questions à aller vous servir en thé, café, mandarine, chocolat et autres. Comme je le disais à certains ce matin, tout ce qui n'aura pas été consommé, nous serons obligés de le consommer nous-mêmes. Donc rendez-nous service, s'il vous plaît, consommez-le. Alors pourquoi cette journée sur le jeu vidéo comme support d'enseignement et ressources de médiation? Eh bien, c'est une première à Marimont. C'est la première d'une série que nous espérons longue, une série de journées et d'ateliers organisés donc par le service de médiation sur justement les réflexions par rapport à la pédagogie, à l'enseignement, aux liens entre musée et école bien évidemment, où certaines journées reviendront sur les fondements de nos métiers, mais également sur les possibilités et les nouvelles opportunités et aussi les nouveaux enjeux liés à des redéfinitions du rôle du musée dans la société ou de l'enseignement. Alors le jeu vidéo, aujourd'hui, on ne traitera pas que d'Égypte, mais on traitera quand même d'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Il y a l'exposition Égypte éternelle passion. Vous avez peut-être vu ce grand Anubis en papercraft dans le hall. Je vous inviterai au cours de la journée à retourner le voir, puisque sur cet Anubis, l'artiste a représenté le passage du défunt dans l'au-delà, et en fait tout ça a été représenté un peu comme un jeu Super Mario, où en fait le défunt arrive dans l'au-delà à travers une série de tubes, doit collecter des pièces, etc. Et finalement, le jeu vidéo et l'Égypte ancienne, c'est une histoire de plusieurs millénaires. Alors je vais paraphraser André Manoukian, voilà, dans son livre sur les routes de la musique, où il fait le lien entre un jeu vidéo qui est sorti en 2007, qui s'appelait De Portal, où en fait c'était l'histoire d'un prêtre égyptien. Et donc on a vraiment finalement ce lien entre le jeu vidéo et l'Égypte ancienne, puisque dans le livre des morts de l'Égypte ancienne, le défunt doit passer une série d'épreuves, collecter une série d'objets, accéder à plusieurs niveaux, avant d'avoir sa récompense et d'aller dans l'au-delà. Donc, il le dit, mais ça avait été pointé par d'autres personnes également. Les Égyptiens seraient peut-être les premiers développeurs de jeux vidéo dans l'histoire. Alors, pourquoi le jeu vidéo et enseignement, pédagogie, médiation? Déjà, il y a une série de liens communs dans les deux. Il y a l'idée d'essai-erreur. On n'acquiert pas un savoir de façon facile. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. On peut se tromper. On a le droit de se tromper. C'est même tout à notre intérêt de nous tromper pour ensuite rebondir et accéder à autre chose. Il y a une question de récompense. Le jeu vidéo, on a une récompense. L'apprentissage, en ayant acquis des savoirs et des pratiques, on peut passer à des niveaux de difficulté supplémentaires. Il y a, et ça c'est quelque chose qui est commun à nos différents métiers, c'est faire du lien, faire du sens avec ce que nous expérimentons dans la vie de tous les jours. L'un des rôles de la médiation muséale, c'est de faire apparaître l'être humain derrière l'objet. L'objet n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est de retrouver les êtres humains qui ont vécu il y a des dizaines d'années, des siècles, des millénaires parfois. Le but est de créer quelque chose d'immersif. En pratiquant différentes visites, on n'est plus du tout dans les visites statiques, passives devant un médiateur. On est sur expérimenter les gestes, les sens, l'odorat, l'ouïe, et le jeu vidéo, on connaît l'importance du geste, du son, de l'image également. Le jeu vidéo permet aussi de traiter de quelque chose de plus sociologique, de plus contemporain. Vous enseignez l'histoire, nous faisons de la médiation sur l'histoire et l'archéologie. Pourquoi? Quelle place occupent encore ces civilisations anciennes, ces cultures passées dans notre quotidien? Et là, on est vraiment dans la réception de l'Antiquité, de l'Égypte, avec l'exposition actuelle, mais on peut développer bien évidemment sur beaucoup d'autres choses. Un tout dernier mot aussi sur ces liens, c'est l'esprit critique. On lit souvent, mais certains de nos orateurs y reviendront, que ah oui, mais ce jeu vidéo n'est peut-être pas l'exacte réalité historique, mais on n'a jamais dit que ça devait l'être. Tous les éléments qui nous entourent sont sujets à l'esprit critique. Et c'est peut-être ça aussi l'une des utilités du jeu vidéo en pédagogie, mais je ne vais pas m'étendre dessus, c'est l'apprentissage de l'esprit critique.
qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je reçois et comment l'interpréter directement. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé, c'est pas moi qui suis intéressant à écouter aujourd'hui. Et donc, on va commencer par notre premier conférencier, par Julien Annard, qui est détaché pédagogique pour Forgy. Et ben voilà, c'est à toi tout de suite. Travailler les compétences historiques avec le jeu, pratique, questions et perspectives. C'est ça. Je vais retirer ça ici. Mais d'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Ça fait super plaisir de voir autant de monde et en plus des têtes connues un samedi matin. Moi, ça a été difficile de me lever, donc vous aussi, j'imagine. Merci Arnaud pour cette introduction. Comme il a à peu près dit tout ce que j'allais dire, on peut tout de suite passer aux questions. Est-ce que vous en... Alors, donc, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est effectivement plutôt des pratiques, c'est-à-dire en gros, quelles sont les formes de pratiques qui utilisent le jeu en général et le jeu vidéo en particulier dans un cadre scolaire, dans un cadre d'apprentissage. Donc c'est en particulier plutôt le cadre scolaire, mais on va le retrouver ailleurs. Avant de commencer, je vais quand même très rapidement me présenter, mais ça a été fait. Donc moi, je suis enseignant dans le secondaire. Je suis détaché pédagogique depuis maintenant bientôt 9 ans auprès de Forgy, qui est une fédération de maisons de jeunes. Et avec cette fédération et avec mes collègues, on travaille notamment à ceci. Alors, si vous avez une connexion Internet, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. En fait, c'est un manuel d'usage du jeu vidéo dans un cadre éducatif, donc aussi bien dans un cadre d'éducation informelle comme les maisons de jeunes, que dans un cadre d'éducation formelle comme l'école primaire, secondaire, l'enseignement supérieur, les universités. Et on propose donc un peu de théorie sur qu'est-ce que le jeu pour apprendre et une quinzaine, vingtaine d'ateliers. Et alors la preuve que c'est un manuel très intéressant, c'est pas parce que je le coordonne, c'est parce que tous les intervenants qui vont suivre, ils sont soit cités, soit ils ont participé. Donc soit ce manuel est super, soit Marie-Mo a fait un excellent travail de curation des intervenants de la journée. Je ne trancherai pas. Mais voilà, si le sujet vous intéresse, et je suppose que si vous êtes levé un samedi matin, c'est qu'il vous intéresse, vous y trouverez des ressources. Et alors, grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne, petit soutien, mais soutien quand même, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger le PDF gratuitement. Alors, très rapidement, parce que c'est pas mon domaine et à mon avis, les intervenants suivants en parleront mieux, la question de jouer pour apprendre, ça remonte à vraiment déjà très très loin. C'est quelque chose qui est déjà évoqué, en tout cas en Occident, dans l'Antiquité, et qui notamment, il y a un jeu en particulier qui représente bien ça, ce sont les échecs. Là, alors les échecs, ils ont une longue histoire, je ne vais pas revenir dessus parce qu'en fait c'est très compliqué, mais les échecs notamment étaient utilisés pour apprendre les bases de la tactique et de la stratégie aux nobles, en particulier dans leur enfance, mais aussi à un âge plus avancé. Et c'est les liens entre les jeux pour apprendre et l'éducation militaire, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment avec ce qu'on appelle le Kriegsspiel, ou en français le jeu de guerre, qui est des formes de jeu, d'éducation, donc de nouveau plutôt de la noblesse, mais aussi d'une certaine bourgeoisie, au fondement de la guerre, qui en fait se développe à partir du XVIe siècle en Europe. Enfin, ça va se développer pendant plusieurs siècles, et ça se formalise en Prusse. Vous avez sans doute entendu parler de la Prusse où on disait c'est pas un État qui a une armée, c'est une armée qui a un État. Et donc dans la Prusse, la culture militaire est très développée et notamment elle va se développer à travers des Kriegsspiele qui vont se formaliser dans les écoles de formation des officiers à travers des jeux où donc on refait des batailles, on anticipe des batailles, on fait des hypothèses qu'on vérifie à travers des jeux dont les règles sont excessivement complexes, et l'idée c'est de former les officiers et les sous-officiers à la tactique et à la stratégie. Aujourd'hui, vous retrouvez ça dans ce qu'on appelle les wargames modernes, qui sont utilisés par, à ma connaissance, toutes les écoles, mais on a un intervenant qui pourra en parler, toutes les écoles militaires dans le monde, et donc qui sont en gros des formalisations. Au départ, c'était sur du papier, maintenant c'est beaucoup assisté par des ordinateurs, donc des formalisations, des mises en jeu de situations de guerre pour tester à la fois des scénarios. Est-ce que si demain Poutine envahit la Pologne, est-ce que ça va bien se passer pour nous? Suspense.
Donc pour tester des simulations et aussi, bien sûr, pour former, éduquer par le jeu les officiers, sous-officiers. D'un point de vue théorique, la question de l'étude du jeu est assez... Même si on retrouve de nouveau dans des textes déjà très anciens, vous avez Aristote par exemple qui, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, parle du jeu pour le critiquer, parce qu'il détourne de ce qui est important. Mais en fait, l'étude du jeu est assez récente. Il y a 2 ouvrages en particulier qui font référence, c'est Homo Ludens de Huizinga, qui date de 1938, et Les jeux et les hommes de Roger Caillois qui date des années 50. Donc vous voyez, c'est très récent. Et alors évidemment, l'étude du jeu vidéo, elle est encore plus récente. Elle existe de manière embryonnaire, mais elle se formalise à partir de la fin des années 90. Et en Belgique, nous avons la chance, en Belgique francophone, mais il y a plus largement en Belgique néerlandophone aussi, nous avons la chance de compter au moins 2 laboratoires d'études dans 2 universités différentes. Donc on a en haut le Louvain Game Lab, donc, qui est relié à l'UC Louvain, et en bas le Liège Game Lab qui est relié à l'U Liège. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Je vois sur... Et donc, ce pourquoi je vous les indique, c'est pas seulement pour dire qu'il y a des chercheurs et des chercheuses en Game Studies en Belgique, donc sur les questions dont on va parler aujourd'hui, et vous allez en entendre certains. C'est aussi pour dire que ces 2 laboratoires produisent des ressources, donnent des formations. Et donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite grandement, à aller solliciter ces ressources, puisque la plupart des chercheurs et chercheuses, leurs textes sont accessibles librement en ligne. Ce sont des textes, souvent, vous pouvez retrouver dans des articles de 15-20 pages, qui sont vraiment très intéressants pour nourrir des pratiques pédagogiques, mais aussi parce que vous pouvez solliciter ces personnes. Alors, parfois, il faut un budget, etc. On ne va pas parler budget aujourd'hui, mais c'est un gros sujet, malheureusement. Mais en tout cas, ce sont des ressources aujourd'hui en Belgique qui existent et à solliciter, n'hésitez pas. Alors, je vais très rapidement, puisque mon temps est... J'ai 1 heure, mais c'est quand même court. Je vais très rapidement revenir sur des dispositifs d'usage du jeu en général, du jeu vidéo en particulier, dans un cadre éducatif et scolaire en particulier. Donc, vous avez un exemple tout simple, c'est faire référence dans le cours à un jeu. Donc, par exemple, ici, c'est un professeur de latin qui fait référence au jeu Rome Total War dans son cours de latin. Vous voyez, c'est vraiment un clin d'œil aux élèves. Ça va permettre à certains de dire « Ah oui, je connais », et donc de quelque part de décentrer l'idée que le prof est la seule source de savoir, que les élèves ont aussi des savoirs qui peuvent être mobilisés. Après, comment ils sont mobilisés, ça on va en parler. Vous pouvez aussi renvoyer vers un jeu à la maison. Par exemple, j'avais assisté à une conférence avec une professeure de mathématiques qui voulait réfléchir à la question à des questions de trigonométrie et en gros renvoyer les élèves à leur pratique de Fortnite pour calculer le temps que le cercle mettait à se réduire dans Fortnite. Mais donc, on ne joue pas à l'école, on joue à la maison et on renvoie vers un devoir à la maison qui implique une pratique du jeu. Après, les pratiques, on va voir, sont très inégales, voire inégalitaires. Vous pouvez aussi, tout simplement, ça on va en parler, il y a un écran, une source de jeu, une personne qui joue, la professeur ou un ou une étudiante, et donc les autres regardent jouer et puis on analyse ensemble. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui aussi. Une autre manière aussi, c'est commenter une vidéo. Donc vous passez une vidéo, par exemple moi c'est quelque chose que j'ai pu faire dans certaines formations, c'est passer des vidéos de publicité de jeux. Donc ce sont des jeux qui sont déconseillés au moins de 18 ans, des jeux qui sont même pas forcément très intéressants, et donc vous passez des vidéos publicitaires ou des let's play ou des extraits de parties et vous les commentez ensemble, vous les analysez ensemble. Ça c'est une manière de faire aussi. Une autre manière de faire, c'est créer des jeux. Et donc quand vous créez des jeux, vous travaillez avec vos apprenants et apprenantes des questions de game design, des questions de gameplay. Évidemment, en fait, ce que vous travaillez essentiellement, c'est les bases de la programmation. Ici, par exemple, c'est Scratch, qui est un logiciel de création de jeux à partir de 7 ans. Il y a même une version Scratch Junior à partir de 4 ans. Autre possibilité, c'est créer des machinimas. Des machinimas, en fait, ce sont des vidéos que l'on crée en jouant à un jeu et en capturant, en gros, ce à quoi on est en train de jouer. Puis, à partir des morceaux de vidéos qu'on a créés, on
on les monte, on ajoute du son, etc. et on crée des films de fiction. Ça, c'est très intéressant pour apprendre à travailler en équipe, pour apprendre les bases du montage, pour apprendre les bases de la narration. Alors, évacuons tout de suite l'éléphant au milieu de la pièce, le ludo-éducatif et le serious game. Vous pouvez en faire, mais personne n'aime ça. À commencer par les élèves et les étudiants et étudiantes. Alors, j'ai vraiment pas le temps de développer, mais voilà, le ludo-éducatif et le serious game, ça existe. Il y en a quelques-uns qui sont bien, j'imagine. Non, mais voilà, j'ai vraiment du mal à en trouver plus qu'une dizaine sur les dizaines de milliers qui existent, parce que, on va le voir, en fait, le ludo et l'éducatif ont à la fois des choses très proches, mais des oppositions de nature aussi. Quand vous ouvrez un jeu qui vous dit « Super, on va faire des aventures avec des pirates », et puis alors que la première chose qu'on vous dit, pour pouvoir monter dans le navire, il faut répondre à ce QCM. Et vous avez 50 questions qui s'ouvrent, et il faut lire les 10 pages de texte pour avoir les réponses. Et donc, mais ça, enfin, de nouveau, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais programme, mais c'est pas un jeu. Ou alors c'est un jeu où l'éducatif prend tellement de place, le savoir prend tellement de place, qu'il entre en contradiction avec les mécanismes du ludique. Voilà. Mais de nouveau, je ne demande qu'à être contredit. Il n'y a pas de souci. Dans les outils, évidemment, qui sont très utilisés, il y a Minecraft, avec ici le projet porté par le Liège Game Lab, qui est Liègecraft, de remodéliser la ville de Liège pour réfléchir notamment aux questions urbanistiques, architecturales. Vous avez le jeu de rôle. Ce serait, on en parlait ce matin, ce serait une excellente idée de travailler ces questions-là l'année prochaine. Comment est-ce que le jeu de rôle permet aussi d'apprendre? Vous avez Lego qui vend, c'est important, le mot vendre est important, toutes sortes de dispositifs éducatifs, mais qui sont de grande qualité. L'Escape Game, qui lui est un dispositif qui est très intéressant pour, si vous voulez travailler les savoirs, beaucoup plus que les savoir-faire, ou les savoir-faire, ou les savoir-être. Les jeux de société, à la fois les jeux traditionnels, enfin traditionnels au sens sur table, et les jeux physiques qui permettent de travailler aussi toute une série d'apprentissages. Alors, puisque aujourd'hui on va quand même plutôt parler d'histoire, sans rentrer dans les détails, je voulais commencer par un cas qui est très intéressant, c'est le cas d'Ubisoft. Puisque s'il y a bien un jeu qui a été énormément utilisé, mis en avant médiatiquement pour dire le jeu vidéo permet d'apprendre, c'est la série Assassin's Creed. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, Ubisoft, qui aujourd'hui vous explique à quel point le jeu c'est super, il faut en mettre partout en classe, achetez-en. Mais en fait, Ubisoft n'a pas toujours dit ça. Il a même eu un discours à peu près exactement contraire. Vous avez en 2014, donc c'est en France. Vous savez qu'en France, quand on n'est pas d'accord, on s'insulte, on se menace de mort et on s'énerve. En politique, hein. En Belgique aussi, mais pas en politique. En politique, ici, on est plus détendu, où tout le monde s'en fout. C'est pas tout à fait. Enfin bref, c'est pas le sujet. Excusez-moi. Bref, donc. Il y a une publicité qui sort sur l'Assassin's Creed de l'époque, qui est sur la Révolution française, et cette publicité, elle est assez incroyable. Alors, on n'a pas le temps de la regarder, malheureusement, mais elle est vraiment incroyable à analyser. Et donc, vous avez Mélenchon, qui représente la gauche radicale, qui dit, mais c'est une représentation caricaturale de la Révolution, et c'est surtout une représentation dépolitisante. Alors, il ne le dit pas dans ces mots-là, mais je vous fais un résumé. Et Ubisoft répond notamment à travers son producteur en disant, oui, mais nous, c'est du fun. L'histoire, c'est un cadre. Donc, il y a cette interview très intéressante du journaliste français spécialisé William Audureau, qui lui dit, notamment en fin d'interview, il dit, mais en fait, vous présentez une version dépolitisée, désocialisée, décontextualisée de la Révolution. En gros, Robespierre, c'est une sorte de tueur en série, et les révolutionnaires ont tué des centaines de milliers de personnes. Enfin, vraiment, c'est... Et le producteur répond, oui, mais pas de problème, on assume. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est l'idée, ouais, l'histoire, non. Nous, ce qu'on vend, c'est un produit fun. C'est entertainment. Et ça, c'est très important, le mot entertainment, parce que, notamment pour des questions légales, enfin, si c'est du entertainment, il n'y a pas de propos, normalement. On va voir que si, bien sûr. Et puis, en fait, entre-temps, ça c'est 2014, entre-temps, il y a... alors, le jeu vidéo est depuis longtemps accompagné de panique morale, c'est-à-dire, en gros, vraiment de crainte qu'un nouveau média apporte pervertit, corrompt la jeunesse.
Ça a toujours été le cas avec les nouveaux médias, ils sont toujours accompagnés de panique morale. Le jeu vidéo au départ, c'était la violence, et puis les études ont montré qu'aujourd'hui, voilà, on sait de manière quasi certaine qu'il n'y a aucun lien entre la pratique du jeu vidéo et la violence physique. Et puis maintenant, ici, depuis une vingtaine d'années, la question, c'est l'addiction. Donc le jeu vidéo provoque l'addiction. Et c'est devenu d'autant plus problématique comme question que le DSM, donc, qui est l'ouvrage de référence en psychologie à l'international, même s'il est contesté aussi, le DSM 2017 crée pour la première fois ce qu'on appelle un gaming disorder. Alors je vous invite à le lire, c'est hyper flou. En gros, dès que vous touchez une manette, vous êtes atteint d'un gaming disorder à peu près. Mais c'est très très sérieusement reproduit dans énormément de médias. Moi aujourd'hui, parce que bon voilà, il y a beaucoup de recherches qui montrent que même aujourd'hui, les personnes qui parlent d'addiction aux jeux vidéo, voilà, estiment quand même que c'est plus subtil que ça, mais c'est un vrai enjeu. Et donc le problème pour l'industrie, c'est que c'est très sympa d'avoir de la publicité en disant que ce sont des simulateurs de meurtre, c'est super parce que les jeunes achètent. Mais par contre, dire que c'est de la drogue, c'est un peu ennuyant. Parce que la drogue, dans la plupart des pays, c'est très encadré légalement. Donc voilà, vous pouvez boire de la bière, c'est super, c'est de la culture, ou du vin si vous êtes en France, mais pas si vous avez moins de 16 ans ou 18 ans. Vous voyez, donc c'est quand même encadré. Le problème, c'est que le public, enfin une bonne partie du public reste encore mineur du jeu vidéo. C'est plus le public majoritaire, mais c'est une bonne partie. Et donc, on ne peut pas vendre de la drogue aux mineurs, ce qui est ennuyant. Donc, il faut absolument... Enfin, c'est ennuyant pour l'industrie, hein. Moi, je ne juge pas. Donc, il faut absolument mettre en place des contre-feux. Il faut absolument que l'industrie réagisse à ça. Pour la violence, elle avait réagi avec le PEGI, on va en parler du PEGI, et donc pour l'addiction, elle réagit en disant, mais en fait, non, nous on vend pas de la drogue, nous on vend de la culture. 8 ans avant, on vend de l'entertainment, maintenant on vend de la culture. Et on vend de l'art, avec un grand A, parce que ça c'est très très légitime l'art. Et nous on vend de l'apprentissage. Et donc alors que pendant Ubisoft, je dis Ubisoft mais c'est d'autres éditeurs, mais c'est juste qu'Ubisoft c'est tellement caricatural que c'est très intéressant à analyser, alors qu'Ubisoft a tout un discours marketing en disant nous c'est dépolitisé parce qu'il ne faut pas faire fuir, il ne faudrait pas faire fuir des acheteurs. Aujourd'hui, pas du tout. Ils ont même mis en place cette version qui est très intéressante, mais j'imagine que voilà, François en parlera mieux que moi après. Ils ont même mis en place cette version très intéressante, donc le Discovery Tour, qui est Assassin's Creed, mais sans tuer des gens, en se baladant et en découvrant, en apprenant. Donc voilà, donc ça c'est aussi intéressant de réaliser pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle énormément dans les médias d'apprentissage. Il y a des enjeux médiatiques, il y a des enjeux de subsides. Ubisoft reçoit des subsides s'ils font de l'art. Ben, c'est plus facile de faire de l'art avec de l'histoire que avec Candy Crush Saga par exemple. Il y a aussi tout simplement le fait que les joueurs et les joueuses vieillissent et qu'eux ont un rapport plus légitime à leur jeu et donc ils considèrent que ça a sa place. Il y a aussi une recherche qui s'est développée qui montre qu'il y a des choses à mettre en place, etc., etc. Il y a beaucoup de raisons, mais je voulais juste revenir sur cette raison-là parce que sur l'apprentissage de l'histoire, clairement Assassin's Creed a un rôle très 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 important dans le fait qu'on a mis en place de manière pratique et puis accompagné par la recherche des jeux dans des espaces d'apprentissage. Et donc, c'est pas évidemment pour critiquer ça. Je pense que Discovery Tour est un outil vraiment intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi le cadre pour développer un discours critique, prendre du recul et réaliser aussi que si vous introduisez des jeux, et des jeux vidéo en particulier dans vos classes, vous devez, vous, en tant que personne responsable, mettre en place un dispositif qui permet de cadrer ça et qui permet de développer des apprentissages et l'esprit critique. Alors, je vais donner 3 exemples, malheureusement uniquement de professeurs masculins qui mettent en place des dispositifs. Donc vous avez par exemple François Hardy qui va passer juste après. Donc lui en parlera plus en détail. Mais ce qui est intéressant, enfin il fait plein de choses intéressantes, mais moi je ne vais parler que de ce qu'il a fait dans le manuel, parce qu'il a eu l'amabilité de rédiger un chapitre. Et donc il utilise notamment A Plague Tale, qui est un jeu qui se passe pendant la Grande Peste en France. Et il l'utilise comme une sorte de matérialisation et d'espace d'exploration sur les questions architecturales, sur les questions urbanistiques, pour que ces étudiants et étudiantes puissent justement, donc ce qu'ils voient théoriquement, ils vont le rechercher dans le jeu. Et donc l'idée, c'est que le jeu devient une sorte de bac à sable dans lequel on va matérialiser des apprentissages qu'on a vus de manière théorique juste avant. Et là où
il y a une question de dispositif ludique, c'est que les étudiants et les étudiantes reçoivent même, quelque part, des missions à remplir dans cet espace, des missions d'exploration. Et là, on rejoint la notion d'enquête, qui est l'étymologie du mot histoire. Et donc là, vous voyez qu'il y a à la fois un jeu qui est détourné, réapproprié, et un dispositif qui va utiliser le jeu autrement que ce pourquoi il a été pensé, mais dans une logique d'apprentissage. On parlera des dispositifs après. Autre exemple... Romain Vincent, qui est, lui, chercheur, il est aussi enseignant en secondaire en France, et il est aussi chercheur sur les questions de jeu et apprentissage. Je vous conseille sa chaîne, Jeux et Histoire, qui est une chaîne YouTube qui n'est pas alimentée pour le moment parce qu'il essaie de finir sa thèse. Mais voilà, il y a beaucoup de vidéos intéressantes. Et ce qui est très intéressant aussi avec Romain, c'est son parcours. C'est-à-dire que Romain vient il y a un peu plus d'une dizaine d'années, d'une approche très, très enthousiaste de la place du jeu vidéo à l'école, a aujourd'hui un discours très critique. En gros, il lui arrive, si vous le suivez sur Twitter, il est très drôle, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir un peu mal aux yeux. Il est passé d'un discours où on apprend des choses fondamentales avec les jeux vidéo, avec aujourd'hui, ce qu'on apprend en jouant aux jeux vidéo, c'est à jouer aux jeux vidéo. C'est plus subtil dans son mémoire et son travail de thèse, mais... en gros, il a une hypothèse assez intéressante, c'est de dire que, en fait, le jeu vidéo, dont on a beaucoup dit il y a 10 ans qu'il allait changer l'école, on se rend compte que c'est pas le jeu vidéo qui change l'école, c'est l'école qui change le jeu vidéo quand le jeu vidéo est mis en place dans l'école. Et en fait, c'est l'idée que la forme scolaire est tellement puissante, est tellement forte pour toutes sortes de raisons, qu'elle domestique le jeu vidéo à l'école et pas l'inverse. Autre personne ressource qui travaille aussi en Belgique, Gaël Gilson, qui était professeur en secondaire, qui maintenant, donc il a rendu une thèse de nouveau sur le sujet. Ce sur quoi je vous renvoie vers la recherche, c'est que les 3 personnes que je vous cite écrivent de manière très accessible, ce qui en français n'est pas toujours le cas dans la recherche. Donc vraiment, je vous encourage à aller lire ce que ces personnes produisent, souvent parce qu'ils font aussi des articles de synthèse qui sont très accessibles et qui vous donneront des outils. Et de nouveau, c'est des outils gratuits pour penser, essayer d'adapter, si vous le voulez, le jeu dans un espace scolaire. Et donc là, c'est intéressant, c'est que Gaël, pour sa thèse, a travaillé avec une professeure d'histoire, puisque lui, au départ, est professeur de français en secondaire. Il a travaillé avec une professeure d'histoire, et ils ont travaillé sur ce jeu qui s'appelle My Memory of Us, qui est un jeu polonais, où un pays qui ressemble à la Pologne, où il y a des gens qui sont habillés en noir et des gens qui sont habillés en rouge, et tout d'un coup envahi par un pays voisin très agressif, avec des casques à pointe, et des robots. Et les robots, quand ils envahissent le pays, ils décident que les gens qui sont habillés en rouge, tout d'un coup, on va les mettre dans des camps ou dans des ghettos. Et puis on ne sait pas ce qui leur arrive. Et donc vous jouez dans ce jeu 2 enfants, une petite fille, donc la métaphore évidemment de la judéité, et un petit garçon qui lui n'est pas juif, et donc vous essayez de survivre à travers ça. Il n'y a pas de, c'est vraiment tout en métaphore, mais la métaphore est très intéressante. Et donc ce que Gaël a fait pour cet atelier, c'est que lui il dit mais en fait on va essayer, en fait le jeu se divise en unités, en morceaux. Vous avez des morceaux dans le jeu, vous coupez ces morceaux, et puis vous essayez de faire le parallèle avec des morceaux de savoir. Et en gros l'idée c'est que les élèves jouent au jeu et doivent trouver quelle partie du jeu est la métaphore de quoi dans leur apprentissage en histoire. Donc, quelle partie du jeu représente le ghetto de Varsovie? Quelle partie du jeu représente ça? Pourquoi est-ce que le jeu, tout d'un coup, met cette idée de séparation des gens en avant, etc., etc. Et là, de manière intéressante, c'est que le jeu devient pas tant un espace d'apprentissage de savoir direct, puisqu'il est en lien avec d'autres apprentissages, mais il devient un espace de ressources avec lequel faire référence. Et il dit, voilà, dans les dispositifs qu'on a mis en place, finalement, les élèves ne jouent pas tant que ça. Ils jouent, ils vont vérifier sur Internet, etc. Ils font des parcours perpétuels. Mais de nouveau, ce qui est important, c'est le résumé de mon propos, donc je vais encore le dire 5 fois, c'est la question du dispositif. Alors, un autre jeu dont je voudrais parler, c'est un jeu qui s'appelle The Witcher. Alors, vous avez peut-être vu la série sur Netflix. Voilà. Et si vous avez vu la série sur Netflix, vous avez vu que c'est un jeu où il y a des dragons. Ce qui, évidemment, dans un cadre historique, on peut se poser la question. Et donc, en fait, The Witcher, au départ, c'est une série de romans polonais. Et puis, c'est devenu une série de jeux vidéo polonais. Et puis, il y a même une série télé polonaise, si vous voulez la voir.
ça pique un peu. Et puis, c'est devenu une série Netflix, pas polonaise. Mais je vous conseille les romans, ils sont assez incroyables. Et la série de jeux est une adaptation assez incroyable aussi des romans. Parce que les romans tournent beaucoup aux questions des caractères de personnages et des choix moraux que porte l'anti-héros. Et le jeu arrive à très bien rendre ça. Mais il y a aussi autre chose que le jeu rend, malgré les dragons, les gorgones, les vampires, etc. C'est qu'en fait, le jeu est une assez incroyable métaphore de la Pologne en guerre. C'est vraiment... Le jeu met en place des parallèles historiques qui sont assez fous sur qu'est-ce que c'est qu'un pays ravagé par une guerre de 30 ans, ce qui est la situation que la Pologne a connue entre 1914 et 1945. Qu'est-ce que la guerre fait à une société? Qu'est-ce que c'est que le fanatisme religieux? Pourquoi est-ce qu'on se met à brûler des gens? Parce que dans le jeu, on brûle, on pend des gens pour ce qu'ils sont. De nouveau, donc voilà, il y a des comparaisons très intéressantes à faire. Alors, ça, évidemment, je vous le déconseille en classe, c'est PEGI 18, et puis c'est vraiment pas pour des mineurs. Et puis alors le problème aussi, c'est que pour bien comprendre le jeu, c'est plutôt 150 heures de jeu. Ouais. C'est un peu long. Mais vous voyez, de nouveau, il y a, en termes de ressources, après c'est à vous à imaginer les dispositifs, mais en termes de ressources, les ressources sont très variées. Plus brièvement, parce qu'il me reste 5 minutes, plus brièvement, un autre jeu, toujours polonais, j'ai l'impression que c'est la thématique. C'était ça, hein, l'exposition, c'était Pologne, histoire de toujours, voilà. Mais voilà, il faut dire ce qui est aujourd'hui en Europe. La Pologne a pratiquement la première industrie du jeu vidéo. C'est une des plus grosses d'Europe et c'est une des premières au monde. Et surtout, ce qui est assez fou, c'est que en termes de qualité créative, ce qui est fait en Pologne est vraiment presque sans commune mesure. C'est vraiment un pays qui a réussi à mettre en place des jeux qui ont peu d'équivalent et qui aujourd'hui a réussi à monter une industrie assez impressionnant. Donc ici, c'est un jeu que je vous conseille vivement, qui s'appelle We the Revolution, qui est un jeu sur la Révolution française, où vous dirigez un personnage qui, je pense, est un procureur, et donc vous devez faire des jugements pendant la Révolution française. Donc en gros, est-ce qu'on les envoie à la guillotine ou pas? Et il se trouve que régulièrement, vous allez juger vos adversaires politiques, et que vous-même, vous risquez d'être jugé par vos adversaires politiques. Et donc le jeu est c'est vraiment, c'est à la fois une intéressante représentation du chaos qu'est une révolution, mais surtout, c'est une très intéressante représentation de comment est-ce que les intérêts de pouvoir profitent du chaos pour déchaîner la violence contre leurs adversaires. Donc vraiment, et les mécanismes sont très intelligents, mais de nouveau, c'est excessivement compliqué à utiliser avec des mineurs parce que le jeu est quand même assez complexe. Mais il est très très riche dans ce qu'il propose. Un autre jeu plus simple, parce qu'il est un jeu d'action, c'est un jeu qui s'appelle 1979, donc Révolution Vendredi Noir, qui raconte en gros la révolution en Iran de 1979 et comment est-ce que cette révolution, qui au départ est portée par la société et par à peu près tous les partis d'opposition, va être confisquée par les islamistes de Khomeini. Et comment est-ce que, pour confisquer le pouvoir, ils vont faire comme le chat qui chasse, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter leurs opposants et les torturer, les tuer. Et donc ça, c'est basé sur l'autobiographie du producteur, du game designer principal, qui raconte vraiment ses souvenirs et comment est-ce que lui a fui l'Iran pour se retrouver aux États-Unis et devenir producteur sur GTA 4. Donc voilà, c'est un jeu très intéressant aussi, mais de nouveau très violent, très dur et c'est une autobiographie. Peut-être encore plus intéressant parce qu'il est très court, il est très particulier. Donc ceci, c'est un jeu. C'est vraiment les graphismes d'un jeu. De nouveau, ça se passe en Iran. Ça s'appelle The Cat and the Coup. Et ça raconte le coup d'État de la CIA contre le président ou premier ministre Mossadegh en Iran dans les années 50. Et donc ça le raconte, mais à travers des scénettes où vous voyez ce qui est utilisé, c'est l'iconographie traditionnelle persane. Et c'est vraiment très beau, c'est très simple, ça dure 10 minutes. Bon, seul souci, c'est uniquement en anglais, évidemment. Et c'est vraiment, de nouveau, un jeu qui est intéressant, mais à vous de voir comment est-ce qu'il peut être intéressant dans une classe. Deux autres jeux que je vais brièvement évoquer, mais qui sont des mêmes auteurs. Memories Retold, qui est un jeu sur la Première Guerre mondiale, qui reprend... Mais vous le voyez, ça, c'est un extrait du jeu. Donc, il reprend une esthétique très, très originale. Le jeu est vraiment assez marquant. Son histoire un peu moins, parce que c'est un peu un mélodrame. Mais
de nouveau, il y a des situations très intéressantes d'un point de vue émotionnel. Vous avez à un moment un père qui, par exemple, traverse un champ de tombes à la recherche de la tombe de son fils. Et c'est intéressant émotionnellement parce que parfois, effectivement, quand on parle de choses, je veux dire, 1914, pour un enfant d'aujourd'hui, c'est la préhistoire. Enfin, il sait ce que c'est la préhistoire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un flou entre les époques. C'est vraiment, quand je parle de la Première Guerre mondiale à ma fille ou de ma jeunesse, pour elle, c'est la même chose, vraiment. Mais c'est vrai, mauvais exemple. Attends lundi, toi. Donc voilà, donc c'est de nouveau un jeu intéressant, ne fût-ce qu'esthétiquement, émotionnellement, et un jeu qui a énormément fait parler de lui parce qu'il est sorti en 2014. C'était vraiment, on était en plein dans la vague. Les jeux vidéo vont changer l'école. Un jeu qui s'appelle Soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre, et qui est très intéressant parce que le jeu en lui-même est vraiment bien fichu. C'est un jeu de petites énigmes très simples à prendre en main. Graphiquement, il est assez intéressant. On est dans une esthétique BD franco-belge, mais tout ce qui est apprentissage, parce que le jeu avait été réalisé, si je ne me trompe pas, en partenariat avec plusieurs institutions donc d'histoire, tout ce qui est apprentissage, vous appuyez sur un bouton et tout d'un coup, pouf, c'est des textes, le jeu s'arrête. Et donc là, en fait, c'est vraiment un exemple très, très explicite de l'opposition entre savoir d'un côté et ludique de l'autre. C'est-à-dire que quand le ludique démarre, le savoir s'arrête. Quand le savoir démarre, le ludique s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de les lier, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des dynamiques qui sont différentes. Et qui donc, regardez ici par exemple, voilà, c'est un savoir de manière très frontale. Vous n'êtes pas du tout en train de jouer. Alors vous êtes très poli, vous me faites des sourires, vous dites ouais, vous cachez votre fatigue, enfin sauf ma collègue qui est désagréable. Mais donc voilà, vous voyez, on est dans quelque chose de très frontal. Il n'y a pas de ludique. Cet après-midi, vous allez être dans des choses plus actives. Est-ce qu'elles seront ludiques? Ça, je ne sais pas. Mais vous allez dans quelque chose. Vous voyez, donc il y a des choses qui, oui, elles seront ludiques. Moyen. Compensera par sa sympathie. Et donc, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la question centrale, c'est celle du dispositif pédagogique, évidemment. C'est-à-dire que trouver des jeux qui parlent d'histoire, il y en a plein. Et il y en a plein de très intéressants. Mais ce qui est intéressant, évidemment, si on veut mettre les jeux dans un espace d'apprentissage, c'est réfléchir au dispositif. C'est-à-dire, quelles interactions on crée. Comment est-ce qu'on s'assure que les étudiants, étudiantes, élèves apprennent quelque chose. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'au-delà du jeu, il se passe quelque chose. Par exemple, moi, un des jeux que j'utilise le plus pour travailler des compétences de coopération, c'est un jeu de cuisine. Donc, vous voyez, la thématique n'a aucun rapport avec son travail, mais le jeu, les mécanismes du jeu fonctionnent très bien pour travailler la coopération. Et l'idée, c'est qu'on va travailler en amont. Qu'est-ce que c'est la coopération? On va la travailler en aval. Et puis, on va faire des synthèses. Et puis, on va rejouer à d'autres jeux pour voir si ce qu'on a formalisé dans quelque chose de très, très scolaire, on écrit, on fait des tableaux, on remplit des grilles, est-ce que ça marche ou pas? Donc, vous voyez, c'est vraiment la question du dispositif. Le jeu tout seul, à mon avis, mais je peux me tromper, il y a plusieurs recherches qui vont dans cette direction-là. Le jeu à lui tout seul permet des apprentissages, mais ils sont limités. On n'est jamais sûr de qui a appris quoi. Ils sont limités en nombre. Vous n'êtes pas sûr que tout le monde a appris quelque chose. Et surtout, ils ne sont pas formalisés. Donc ça veut dire que pour les transférer, ça va être excessivement complexe. Alors, le temps est... Ça va? Ça va, moi aussi. J'ai une rallonge? Non. Hein? J'essaye. Est-ce que j'ai encore quelque chose d'intéressant à dire en 10 minutes? Donc, comme le titre de la conférence vous l'avait promis, le fait d'utiliser les jeux dans un espace éducatif, en particulier scolaire, pose des questions et il y a clairement des limites aussi à ce qu'on peut en faire. Donc la première question, qui à mon sens est évidente, c'est la question du modèle économique. Donc, je suppose que vous connaissez ce jeu, qui est très sympathique, mais il a juste un petit défaut, c'est qu'il vole vos données, il vous pousse à dépenser de l'argent, en jouant sur votre frustration, et en gros, il est faussement gratuit puisque son objectif est de vous faire soit travailler pour lui en générant des données en jouant, soit en vous volant vos données, soit en vous poussant à acheter. Alors, je suis un peu affirmatif parce que c'est une conférence d'1 heure, c'est un peu plus subtil que ça, mais il y a l'idée que la question du modèle économique du jeu que vous allez utiliser avec des mineurs
et en plus des mineurs qui vont être obligés de jouer au jeu, est très importante. Parce que c'est très, très problématique si vous les obligez à travailler de manière gratuite pour des sociétés privées. Même si vous êtes obligé de travailler de manière gratuite pour votre école, tu viens samedi pour repeindre le bâtiment. Deuxième question et enjeu, c'est PEGI. Alors PEGI, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il y a une expression qui me fait beaucoup rire chez les adolescents, c'est « Waouh, ce que tu viens de dire, c'est PEGI 18 ». Que ça ira sans rapport avec les jeux vidéo, s'ils disent un gros mot ou un truc comme ça. Et en fait, PEGI, il faut bien réaliser que c'est une réponse dans les années 90 de l'industrie du jeu vidéo à la panique morale sur le jeu vidéo génère de la violence. Parce que l'industrie, au début, est très contente de cette panique morale parce que ça fait vendre. Et puis parce que les ados sont contents d'acheter des trucs qui font peur à leurs parents parce que c'est cool. Mais quand les politiques disent ben, on va réguler, on va faire des lois, là ils disent hop, 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 on va s'auto-réguler. Et qu'est-ce qu'ils mettent en place? C'est PEGI. En Europe, en tout cas, alors pas tous les pays européens, mais... Et donc PEGI, c'est une société privée, c'est pas du tout une société publique. C'est-à-dire que comment vit PEGI sont les éditeurs qui payent PEGI pour recevoir une classification à leur jeu. Et cette classification, elle est fondée uniquement sur certains aspects du jeu. Donc, par exemple, FIFA, qui est simulation de foot, relativement technique, est PEGI 3. Est-ce que votre enfant de 3 ans peut y jouer? Il peut y jouer. Est-ce qu'il est capable d'y jouer? Non. Donc PEGI ne donne pas d'informations. En fait, PEGI, c'est... Alors, attention, ce que produit PEGI est intéressant, mais il le produit dans un certain angle et dans un cadre éducatif ne nous est pas utile, clairement. Il y a aussi le fait que, vous l'avez entendu, si le dispositif est important, ça veut dire qu'il faut des personnes qui accompagnent le dispositif. Donc ce sont des accompagnateurs, accompagnatrices, des enseignants, enseignantes. Et contrairement à un discours très répandu, très technophile, le numérique, le jeu vidéo, les serious games ne vont pas remplacer les enseignants et les enseignantes. Puisque ce sont les enseignants et les enseignantes qui créent le dispositif, qui l'animent, qui génèrent les interactions entre les élèves et qui formalisent avec eux les apprentissages. Et si vous supprimez les enseignants de ce dispositif, il n'y a pas d'apprentissage, ou alors tellement limité et peu formalisé qu'il n'y a pas de transfert possible dans des apprentissages formalisés, justement. Il y a aussi une question qui doit se poser, on en a déjà discuté, c'est la question des enjeux économiques de l'éducation. C'est-à-dire que si vous mettez en place du numérique ludique, éducatif dans votre école, qui est une institution publique, eh bien, il faut bien réaliser aussi que les outils que vous utilisez ne sont pas neutres. Et que donc, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu de est-ce que des mineurs qui doivent créer des comptes sur les outils qu'ils utilisent, sur des outils, donc des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, est-ce que ces outils sont neutres? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils protègent les données de mes élèves, de mes étudiants, étudiantes, etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu parce que c'est l'enjeu de la marchandisation, évidemment, de l'éducation. En Europe, on a une éducation qui est très publique. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et on se rend compte aussi que, voilà, ça, en termes d'égalité, en termes de respect de la vie privée, c'est un vrai enjeu. Donc ça, c'est aussi une question que vous devez vous poser et avec lesquelles vous devez discuter avec vos interlocuteurs et interlocutrices sur l'usage de ces outils. Ouais, ça, on va pas revenir dessus. Je terminerai presque là-dessus. La question de l'éducation aux médias. C'est-à-dire que, pour faire court, ça n'est pas parce qu'un jeu est réaliste d'un point de vue graphique, c'est-à-dire qu'il donne une représentation qui semble photoréaliste, qu'il donne une représentation réaliste de ce qu'il montre. Tout jeu, comme tout film, comme tout roman, est un choix de représentation. Je vous parlais tantôt des Kriegspiel, des wargames pour apprendre à faire la guerre. En fait, si on peut jouer autant qu'on veut à des wargames pour savoir si Poutine peut envahir ou pas la Pologne, ce sont des modélisations, c'est-à-dire ce sont des choix de règles. Et donc les règles, peut-être, ne donnent pas une représentation réaliste de la situation. Et les jeux vidéo étant des modélisations numériques, elles sont à la fois des choix, mais aussi la numérisation elle-même est une transposition. Et donc, si vous vous contentez de mettre un jeu
devant vos étudiants en disant « étudiez-le comme si c'était un document historique », et même les documents historiques doivent être étudiés avec précaution, alors en fait, vous les rendez aveugles au biais de ces documents. D'où la question de l'éducation aux médias, mais ça, Maxime, j'imagine, en parlera mieux cet après-midi. Super. Vous voyez, moi, c'est vraiment... Je me décharge. C'est bien, les autres travaillent pour moi. Alors, j'ai l'impression d'être directeur. Donc, pour conclure, mais en fait, je conclurai avec ton introduction. Je pense qu'il y a le jeu en général, les jeux vidéo en particulier, ont énormément de perspectives. Il y en a vraiment beaucoup, je ne vais pas toutes les aborder. Je vais surtout aborder la question de la forme scolaire. Donc on est dans une forme scolaire qui aujourd'hui est très problématique et problématisée. La recherche dans les sciences de l'éducation montre bien à quel point notre modèle éducatif est un modèle aujourd'hui qui est problématique à de très nombreux niveaux. Je vais juste en relever un, c'est la culture de l'échec. La culture de l'échec qui fait qu'à peu près 60% des élèves en enseignement obligatoire en Belgique vont doubler au moins une fois dans leur parcours scolaire. On est les champions du monde du redoublement, en tout cas de l'OCDE. Et donc, le jeu peut, selon la manière dont il est utilisé, bien sûr, ouvrir des espaces de liberté dans les enseignements, puisque les niveaux d'enseignement sont très différents. Je vous parlais de Caillois tantôt, Roger Caillois, un des premiers chercheurs sur la question de jeu, c'est une des caractéristiques fondamentales du jeu. Et c'est le fait d'ailleurs que justement, quand vous mettez un jeu à l'école et que vous obligez les élèves à y jouer, c'est plus tout à fait du jeu, puisqu'il n'est plus libre. Mais le jeu, en partie, et surtout si les enseignants et les enseignantes qui accompagnent acceptent de lui laisser cette place, crée des espaces de liberté et peut sortir d'un apprentissage linéaire. Un apprentissage linéaire, c'est ce que je suis en train de vous faire aujourd'hui, c'est il y a un sachant qui parle et il déverse du haut de sa chair son savoir, ses lumières, sur son public passif. Le jeu, évidemment, en mettant en place des logiques de savoir-être, savoir-faire, de learning by doing, apprentissage par le faire, sort de ça. À discuter, mais voilà. Il y a aussi l'idée, on en a parlé aussi tantôt, de l'essai-erreur. Le jeu est fondé sur l'essai-erreur. C'est vraiment une des logiques, enfin le jeu vidéo en tout cas, est clairement, l'essai-erreur est crucial dans l'immense majorité des jeux. On apprend par les erreurs qu'on fait. Mais on apprend, c'est-à-dire que le jeu ne va pas forcément vous pénaliser. Et s'il vous pénalise, il vous pénalise en vous faisant recommencer, ou en vous ramenant un peu en arrière, mais il ne vous pénalise pas en disant c'est fini, tu ne peux plus jouer. Le jeu est effacé de ton CD, il est effacé de ton disque dur. D'ailleurs, je brûle ton PC. Tandis que dans l'enseignement, vous avez cette logique d'échec, justement. Et ça, je pense vraiment, c'est, pour moi, et c'est ce sur quoi j'essaie de travailler aujourd'hui, c'est l'idée que dans le jeu, on est dans une logique d'apprentissage par l'erreur, on valorise l'erreur, on s'appuie sur l'erreur, tandis que dans l'enseignement, dans le modèle dans lequel on est aujourd'hui, on est dans une logique d'échec. C'est-à-dire qu'on est essentiellement dans l'idée de juger. Les enseignants, de manière souvent inconsciente, ont une fonction de juger, ils doivent classer les élèves, et de reléguer, donc de classer, mais aussi de les classer dans leur perspective. Et ces relégations, on se rend compte qu'il y a beaucoup de facteurs explicatifs qui ne sont pas seulement parce que les enfants n'ont pas assez travaillé et ont trop joué à leur PlayStation. Par exemple, si vos deux parents sont issus des classes populaires, vous avez 82% de chances de redoubler. Et c'est une statistique qui se retrouve très régulièrement. Vous ne vous retrouverez pratiquement pas à l'université. Donc vous voyez, c'est cette idée que notre système scolaire, en fonctionnant sur l'échec, en fait, poursuit des objectifs qui n'ont rien à voir avec la démocratie éducative. Tandis que l'erreur, l'idée qu'un enfant va apprendre à rouler à vélo, s'il tombe, c'est normal, ça fait partie du parcours pour apprendre. Et je terminerai là-dessus, dans les temps, ou presque. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil ici. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque? Profitez-en parce qu'une fois que je vais commencer, je ne m'arrêterai plus. Voilà, monsieur. Alors, la question que j'ai, moi, c'est quelque chose à laquelle je suis confronté, c'est les réactions des parents et des directeurs d'école quand on leur parle de jeux vidéo en classe. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Parce que je suis démuni. Hein. Alors, mais moi, je te renvoie alors une question. Je tutoie ce qu'on se connaît.
C'est des parents et directeurs primaires, secondaires? Partout. Partout. Donc, mais alors... Pardon pour la question. Non, c'est une excellente question. C'est juste que le timing est tellement serré. Non, c'est une très bonne question. Mais personnellement, je dirais qu'il y a essentiellement deux sources et sur lesquelles on a peu de prise. C'est-à-dire qu'il y a une source culturelle. Il faut savoir que nous vivons quand même dans une société qui reste très imprégnée de judéo-christianisme. Et dans le judéo-christianisme, mais on l'a vu même déjà dans la pensée grecque et latine, le jeu est déconsidéré parce qu'il s'oppose au travail. N'oublions pas que quand Dieu met Adam et Ève en dehors de... quand il les jette du paradis, il leur dit « Tu travailleras, de ta peine sortira ta subsistance ». Et donc le travail, et c'est encore plus fort chez les protestants, oui, parce que je dis judéo-christianisme, mais évidemment en Belgique c'est plutôt judéo-catholicisme, mais chez les protestants c'est encore plus fort, le travail est valeur. Il est souffrance, parce que bon, on a péché, mais il a de la valeur. Et donc tout ce qui s'oppose au travail, ça c'est ce qu'on retrouve déjà chez Aristote, tout ce qui s'oppose au travail est mauvais. Et donc ça, c'est très profond dans notre culture. Et donc là, alors tu peux leur répondre ça, mais je pense pas que ça va leur parler. J'essaierai. Peut-être. Vous savez ce que disait Aristote. Et puis il y a aussi un vrai enjeu médiatique, c'est-à-dire que les médias, clairement généralistes, depuis certainement 30, peut-être même 40 ans, ont une représentation. Alors de nouveau, je vais renvoyer vers mes camarades qui auront un discours un peu plus subtil, une représentation quand même de panique morale du jeu vidéo. La semaine prochaine, je suis invité à RTBF, super, pour parler des écrans, et pour dire, alors, écran, danger de mort ou pas? Alors, mais on est quand même sur cette approche-là. Et donc, vous voyez, les journalistes, c'est super, on a discuté, et je dis, mais panique morale, ah oui, et alors, combien d'heures? Bon. Mais donc, vous voyez, c'est ça. Et donc, évidemment, quand vous êtes dans cette démarche-là, cet environnement-là, c'est difficile, évidemment, d'avoir une autre approche. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même de vraies questions qui se posent. C'est pour ça que le problème des écrans est très problématique. Parce que quand on est sur un écran, qu'on joue à Minecraft, ou qu'on est sur WhatsApp, ou TikTok, ou YouTube, on ne fait pas la même chose. Sauf que quand on dit les écrans, évidemment, on met tout ensemble. Et donc, voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment de répondre... de répondre d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire de dire, ben voilà ce qu'on aimerait bien mettre en place, ce qu'on aimerait bien essayer, venez voir, essayez. Tu as la chance d'avoir un espace, où ils peuvent venir et tester. Et donc, vraiment, l'idée, c'est ça. Je pense qu'à une question émotionnelle, il faut répondre d'un point de vue pédagogique, parce que c'est vraiment l'enjeu. Merci. Quelqu'un d'autre ? Bonjour, je suis étudiante en histoire de l'Antiquité et je suis future prof. Et récemment, j'ai dû, pour un travail de séminaire, réaliser un travail sur la reconstitution d'un lieu antique. Et j'ai voulu travailler sur le Sérapéum. Et il se trouve que la meilleure reconstitution qu'on ait jamais faite, c'est celle dans Assassin's Creed Origins. Et à la simple entente du nom Assassin's Creed jeu vidéo, notre professeur en a perdu des cheveux. Réellement. C'est cruel, ça. Donc je me retrouve un peu dans la situation inverse de monsieur, on va dire, où on est à la place d'étudiants qui essayons plutôt de convaincre nos enseignants que le jeu vidéo peut parfois être une bonne source. Et je me demandais du coup, sous l'œil de la critique quand même, comment est-ce qu'on peut, à notre échelle, en tant qu'étudiant et futur prof, lutter contre tous ces préjugés autour du jeu vidéo au sein de nos aînés et de nos futurs élèves aussi, quoi. C'est de nouveau une excellente question, mais qui est très complexe. Donc, je pense vraiment que, d'un point de vue rationnel, scientifique, universitaire ou supérieur, la meilleure réponse, évidemment, c'est de présenter des études et de développer une analyse, justement, rationnelle, argumentée, qui s'appuie sur des théories. C'est pour ça que je vous parlais de Huizinga et Kaiwa, qui n'ont jamais pensé le jeu vidéo, mais leur théorie s'adapte très très bien.
Je pense que plusieurs chercheurs, et peut-être tu en parleras, mais plusieurs chercheurs et chercheuses contemporains qui travaillent sur les jeux vidéo utilisent des théories qui ont été faites pour le cinéma, par exemple, qui se transposent très bien, ou pour la littérature. Donc ça, vraiment, c'est à vous de montrer votre sérieux. Donc déjà, ça, je pense que ça, c'est une excellente réponse, c'est-à-dire rester sur un domaine rationnel. Alors après, les enseignants, enfin les professeurs restent aussi des êtres humains, c'est-à-dire que la rationalité ne leur parle pas toujours. Je veux dire, on a tous rencontré, enfin si vous êtes enseignant, on a tous rencontré des professeurs de pédagogie qui n'avaient aucune pédagogie. Voilà, mais... donc voilà, ça reste des êtres humains, et donc il y a aussi là, je pense, une question générationnelle qui est pas, même si par exemple, enfin, je vous vois mal parce qu'à mon âge, je ne vois plus bien, mais j'imagine que vous avez une vingtaine d'années, j'en ai le double. La question générationnelle ne jouera peut-être pas parce qu'on va se comprendre, peut-être. Peut-être elle se jouera plus avec des personnes. Mais bon, il y a une question générationnelle, c'est-à-dire que dans votre génération, la pratique du jeu est bien plus répandue que dans la mienne. Voilà. Maintenant, ce que je vous invite à faire aussi, c'est pas forcément à lutter contre des préjugés, c'est à questionner vos préjugés positifs. Et là, alors, c'est encore plus intéressant si vos enseignants acceptent que vous fassiez cette démarche dans des travaux, c'est de montrer que, c'est ce que je voulais dire tantôt avec Ubisoft, c'est que montrer même les préjugés positifs ont un sens qui n'est pas forcément celui qu'on croit. Par exemple, un exemple qu'on cite souvent dans l'espace francophone, c'est de dire, ben oui, le jeu vidéo c'est de l'art, puisqu'il y a plusieurs très grands créateurs, et maintenant créatrices, de jeux vidéo qui ont la Légion d'honneur. Et puis, ben voilà, moi j'ai eu la chance pour une interview de rencontrer un de ces créateurs et qui rigolait bien en disant, bah non, la Légion d'honneur, on me l'a donnée parce que ça permettait de débloquer les subsides au ministère de la Culture. Voilà. Et donc là, vous passez de l'art avec un grand A, avec la culture avec un petit C, mais voilà. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, si vous voulez. C'est, je pense, la meilleure réponse que vous pouvez faire, c'est pas de dire, vous n'êtes pas très rationnel, vous avez des peurs, c'est de le dire en creux, c'est de dire, je vais vous répondre très rationnellement avec une analyse très scientifique. Merci beaucoup. Je vais juste, moi, faire deux petits commentaires par rapport à un vécu à Marimont. Je ne vais pas m'étendre sur Ubisoft, mais dans le cadre de l'exposition qu'on a actuellement, donc on présente le Discovery Tour. Et donc, on se dit, on va prendre contact avec Ubisoft, qui a créé donc une cellule pour générer les rapports directement avec le monde culturel et de l'enseignement. Et donc, on s'est retrouvé très vite aiguillé, nos collègues... etc., dispositif pédagogique, c'est très bien, on va mettre une série de choses à disposition, mais bardé, garrotté dans un document ultra confidentiel, avec méthode de signature sécurisée, et c'est bien mis en grand, on ne peut pas le communiquer, donc on ne l'a pas communiqué, et on s'est rendu compte que, effectivement, le côté art, mais est-ce que vous ne voulez pas mettre une borne avec des concepts art pour montrer vraiment le côté? Alors effectivement, il y en a, mais voilà, ça je ne vais pas m'étendre dessus, François va en parler, et je crois que c'est toi qui cet après-midi fera un atelier en médiation sur... Oui, voilà. Mais effectivement, il y a une société derrière qui n'a pas créé ça pour la beauté de l'enseignement et de la culture, qui a des objectifs commerciaux, bien évidemment, derrière. L'autre chose, c'est par rapport au serious game, parce que avec Mario, on s'est confronté directement à ça. Donc en 2016, on a voulu créer un jeu vidéo. Nous deux. On s'est dit, voilà comment on crée un jeu vidéo. Et donc on s'est rapproché de Technocité Mons, et on est arrivé avec un synopsis. Voilà, on voudrait que ce soit sur la mythologie égyptienne. Voilà ce qu'on veut raconter. Et d'emblée, ils nous ont dit, non mais là déjà, vous avez 4 jeux vidéo, c'est genre une boîte qui va faire ça pour 4 milliards, donc... La Fédération Wallonie-Bruxelles, ça ne va pas être possible. Donc déjà, il y a eu la rencontre entre des gens qui connaissent le jeu vidéo et nous, pour dire attention, là, vous avez beaucoup trop. Alors attention, vous voulez un jeu vidéo ou vous voulez quelque chose d'éducatif? Naïvement, on a dit, mais on veut les deux. Et finalement, il y a quelque chose qui est sorti de là, un jeu sur tablette qui se basait sur les collections du musée, où le joueur, donc l'adolescent, c'était pour adolescents, c'était 9-15, la tranche d'âge à peu près, était invité à suivre le mythe du soleil égyptien, et donc devait regarder dans des vitrines, devait retrouver une série de choses. Il y avait de la réalité augmentée, il y avait de la 3D, et il y avait des phases de jeu en tant que telles, mais effectivement, une fois que la phase de jeu, combat était terminée, c'était les personnages qui se parlaient entre eux et qui apprenaient
la mythologie. Et là, on s'est rendu compte déjà de la difficulté. On avait naïvement pensé à créer quelque chose pour les adolescents, au sens général du terme. Et on s'est rendu compte que certains n'aimaient pas du tout les phases de jeu, préféraient regarder l'histoire, mais que ceux qui voulaient jouer détestaient la phase savoir, parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le jeu s'arrête, on a l'instructif et l'autre. Et finalement, on a eu un constat qui était, nous on était contents, il y avait une expérience qui avait été menée, mais à l'inverse, on avait énormément de parents, grands-parents, d'accompagnants au sens général, qui refusaient que l'adolescent ou l'adolescente joue au jeu parce qu'il passe déjà toute sa vie derrière les écrans. Et si on va au musée, c'est pas pour regarder un écran. Et on a eu beau expliquer que le joueur n'allait pas rester assis sur une chaise à jouer, il fallait regarder dans les vitrines, il fallait lire les étiquettes, il fallait chercher une série de choses. Pas moyen. Donc là, on s'est aussi confronté à ça. Non, voilà, fin de la discussion. Alors qu'il y avait une interaction, il avait une sacoche. Dans la sacoche, il y avait le facsimilé d'un objet qui était dans les vitrines à manipuler. Donc il y avait un apprentissage de hiéroglyphes. Il y avait vraiment quelque chose, mais on s'est vraiment retrouvé confronté à ça. Donc voilà. Juste très rapidement, je vais rebondir. Donc ce que je disais sur Assassin's Creed Discovery Tour et même sur Minecraft, c'est pas du tout que ce sont pas de bons outils. Alors j'ai eu un slide que j'ai fait sauter ce matin dans le train en me disant j'aurai jamais le temps, qui disait pour moi le meilleur outil, le meilleur jeu vidéo qui peut travailler absolument tous les apprentissages, c'est Minecraft. C'est vraiment Minecraft. Et Discovery Tour est, à mon sens, un outil très intéressant à essayer. Mais la question, c'est de comprendre comment nous, en tant qu'adultes responsables ou formateurs, formatrices, comment nous, on comprend ces objets et comment est-ce qu'on les cadre pour arriver là où on veut. Parce que si on détourne des jeux qui ne sont pas faits au départ, Minecraft, au départ, c'est tuer des zombies la nuit après avoir construit son château. Et donc, c'est des jeux qui, au départ, ne sont pas du tout faits pour ce qu'on leur fait faire aujourd'hui. Et bien donc, il faut donc les connaître de manière beaucoup plus globale. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et alors, l'autre chose sur le jeu en question, donc je le connais bien puisque j'avais accompagné le studio à l'époque qu'il avait produit, mais c'est un excellent exemple de pourquoi le Serious Games ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, en gros, alors je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais le studio m'avait dit, on le fait parce qu'on est passionné, c'est notre premier client, etc. Mais dans les faits, on devrait leur demander 3 fois plus. Et Marimon n'est pas responsable, ce ne sont pas des exploitants, ils offrent du café d'ailleurs, ce ne sont pas des exploitants de pauvres jeunes étudiants passionnés. Marimon avait reçu un subside, et ce subside, on avait dit, avec ça, vous faites Call of Duty. Call of Duty, c'est 150 millions de dollars. Et ce subside, évidemment, était largement insuffisant. Donc, les Serious Games ne fonctionnent pas aussi en bonne partie parce que les subsides sont insuffisants. Il se trouve qu'ici, dans ce jeu-là, coup de bol, c'était un studio qui faisait des jeux et qui était motivé. Et donc, ils ont fait un vrai jeu. Il y a eu un énorme dialogue. Et ce dialogue a permis de trouver des compromis, de réduire la partie éducative pour développer la partie ludique, tout en faisant parler les deux. Mais c'est vraiment un cas unique. Eux-mêmes, d'ailleurs, par la suite, ont laissé tomber ce genre de jeu parce que financièrement, c'était pas possible. Et surtout, ils n'ont plus retrouvé des gens qui dialoguaient comme à Marimon. Ils ont retrouvé des gens qui ont dit, voilà, vous faites un jeu pour apprendre à utiliser une centrale nucléaire. Exemple fictif. Vous faites un jeu pour apprendre à utiliser une centrale nucléaire. Voilà, il y a 300 pages de manuel en anglais. Et voilà, vous avez 50 000 € pour faire ce jeu-là. Impossible. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas trop empiéter sur François.